ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. What a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. We'll go up, 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 up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. Destination, destination moon. Dr. von Braun, how would you say we stand in relation to the Russians, and do you think we can ever catch up? I'm convinced that in the space field, the Russians are ahead of us, particularly in large weightlifting capability, and that at the moment the problem is not so much to catch up, but first build up the working speed that they have already demonstrated. After we are running as fast as they do, there's still a considerable gap to close, and only the future will tell whether we'll manage to close that gap. Je vous ai dit au cours du premier volet que cette course à l'espace entre les deux blocs était en réalité une farce et que les deux puissances travaillaient main dans la main. On peut aisément s'en apercevoir juste en survolant l'histoire officielle. Au crédit des soviétiques, vous avez le premier satellite et puis le premier homme dans l'espace. Pour les Américains, il y a la première sortie extravéhiculaire dans l'espace et le premier homme sur la Lune. Encore que, là-dessus, nous aurions beaucoup de choses à dire. Et justement, il y a une chose folle qu'un chercheur de vérité américain a osé faire. Il a demandé aux astronautes ayant participé aux missions Apollo de jurer sur la Bible qu'ils avaient réellement marché sur la Lune. Or, vous le croirez ou non, alors qu'il aurait été si simple de faire taire l'audacieux clown en jurant une bonne fois pour toutes sur la Bible, eh bien il se trouve qu'aucun des astronautes n'a accepté de se plier à la demande, à l'exception d'Edgar Mitchell, d'Apollo 14, et d'Eugène Cernan, d'Apollo 17. Et encore, après avoir juré, vous verrez que leurs réactions sont particulièrement explicites. You really like it, don't you? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. Okay. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cybro, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get I'm heading out. I appreciate it. and get the hell out of my house. Okay. Well, Take your stuff and get the fuck out. Why don't you quote me and say it's bullshit? And the shadows in the wrong place. I don't give a damn about all that shit. You're full of shit. of lunar orbit being falsified. Being falsified? Correct. We got an unedited tape from a source at the Johnson Space Center. Yes. Totally nonsense. Mr. Cybro, you do not deserve answers. If you show this publicly, you're open for a lawsuit. Okay? Si ici en France, jurer sur la Bible ne signifie pas grand-chose,
Il en va autrement des États-Unis et du peuple américain, qui a l'esprit particulièrement religieux et qui est largement attaché à toutes ces considérations archaïques. Même s'il s'avère que les astronautes sont tous plus ou moins liés à des sociétés secrètes de type franc-maçonnerie, outre-Atlantique, les membres de ces sociétés n'en sont pas pour autant imprégnés d'un esprit laïque. Penser que religion et franc-maçonnerie sont deux choses diamétralement différentes et que tout oppose, relève en réalité de la bêtise. Ces organisations travaillant toutes pour le même patron, à savoir celui qui est symbolisé par un œil tout en haut d'une pyramide, dans le pyramidion, séparé de la base. Tout au long des siècles, quitter la Terre fut un rêve impossible. Mais deux scientifiques rivaux furent happés par la course vers l'accomplissement de ce rêve. Leur lutte allait changer l'histoire. Feu! À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Russes et les Américains se disputèrent les secrets de la technologie des missiles germaniques. Qui est le cerveau derrière tout ça? Werner von Braun était un génie des missiles, très en avance sur son temps. Quand il se rendit aux Américains, il apporta avec lui ses rêves de conquête de l'espace. Nous avons d'autres missiles au stade théorique. Un jour, d'autres fusées quitteront l'orbite terrestre pour explorer d'autres planètes. Mais la vision de von Braun avait un prix. Vous étiez membre du Parti national-socialiste? Oui, je l'étais. Et des SS? Oui, j'avais obtenu le grade de major. Sans que von Braun n'en sache rien, les Soviétiques avaient leur propre vision de la conquête spatiale. Votre confession. Sergei Korolev avait été condamné à 10 ans de goulag pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Une fois libéré, il devint le chef du programme de conception des missiles russes et accomplit de telles prouesses que son existence fut cachée au monde occidental. Dans l'intérêt de la sécurité de l'État, personne ne doit connaître votre identité, comme si vous n'aviez jamais existé. Korolev espère qu'en répondant aux attentes des militaires, il pourra enfin accomplir l'ambition qui est la sienne depuis si longtemps, voyager dans l'espace. La première étape serait de placer un satellite en orbite autour de la Terre. Ensuite, viendrait le vol spatial habité. Mais de l'autre côté du monde, aux États-Unis, Korolev sait qu'il a un rival. Ce qu'il ignore, c'est que son rival doit faire face à une crise. Cantonné par l'armée américaine à ne développer que de petits missiles à faible portée, Werner von Braun voit ses ambitions s'effondrer. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Les militaires ne voient pas la portée de tout ça. Les seuls à montrer de l'intérêt pour la conquête de l'espace, ce sont les studios de Walt Disney. Il y a peut-être une solution. Vendre l'idée en direct au peuple américain. Leur expliquer qu'il ne s'agit pas seulement de missiles. Leur montrer que l'espace, c'est la nouvelle frontière de l'Amérique. Quand on lance un objet en l'air, il suit une courbe ascensionnelle en arc, mais sa vitesse ne peut lutter contre l'attraction terrestre, et il ne peut que retomber sur Terre. Cailloux ou missile, les effets sont les mêmes. Mais avec cette fusée, on pourra envoyer une sorte de capsule beaucoup plus vite et donc plus haut. On pourrait l'envoyer
au-delà de l'atmosphère. Et là, la placer en orbite autour de la Terre où elle serait maintenue par les forces conjointes de sa propre vitesse et de l'attraction terrestre. Maintenant, imaginez que ce soit un satellite qu'on ait lancé. Il tournerait autour de la planète en photographiant tout ce qui pourrait nous intéresser, y compris les choses que les Américains préféreraient nous cacher. Von Braun lance lui aussi une offensive. Il tente de prendre de court les militaires qu'il emploie et persuade les productions Walt Disney de vendre son rêve de conquête spatiale au grand public américain. Une fois que le satellite aura atteint son orbite, la Terre, désormais à plus de 1500 km de distance, apparaîtra comme un gigantesque globe, admirable et inquiétant. L'Amérique du Nord ressemblera à un grand patchwork de vert et de brun, s'étirant des montagnes rocheuses couvertes de neige jusqu'au bleu immense, profond et brillant des océans. Sur la partie de la Terre plongée dans la nuit, toutes les grandes villes du monde seront des points de lumière scintillants. Et la Terre elle-même se détachera au milieu du noir absolu de l'espace. La seule vraie victoire sera la conquête de l'espace. Si nous ne la gagnons pas, une autre nation, peut-être animée de moins bonnes intentions, l'emportera. Avec un télescope de très grande puissance, on peut voir la surface de la Lune, où un jour, un homme... Coupé. En captivant 40 millions de téléspectateurs à une heure de grande écoute, Von Braun devient bientôt connu de tous. Loin des projecteurs, les choses commencent à évoluer selon ses vœux. Contrairement aux soviétiques, les Américains projettent secrètement de lancer un satellite espion. Ils annoncent le projet de lancement d'un satellite scientifique qui leur servira de couverture. The President today approved plans by this country of going forward for the launching of a small, unmanned, Earth-circling satellite in the region beyond the Earth's atmosphere. Dans le scénario de cette conquête, la Lune semble un territoire assez neutre finalement, mais tout de même avec une prédominance, un leadership américain. Les soviétiques enverront des sondes et des véhicules sur la Lune, mais pas des hommes, chacun se partageant le travail, les alunissages des uns venant compléter les cases vides des alunissages des autres. Pour Mars et Vénus, la stratégie est différente. Sur Mars, les Américains sont rodés, ils réussissent presque à tous les coups. Ce n'est pas du tout le cas des Soviétiques qui iront d'échec en échec, au point qu'on parlera même d'une véritable malédiction. C'est exactement le contraire d'ailleurs qui se passe pour Vénus, comme si Soviétiques et Américains s'étaient partagé le gâteau de la conquête spatiale. Il y a d'ailleurs un film hollywoodien qui montre particulièrement bien cette complicité entre Russes et Américains, c'est le film Space Cowboy. Votre concept est plus ancien que tous les systèmes de guidage existants. Il était en avance sur son époque en 69, mais cette technologie est maintenant dépassée. Aucun des ingénieurs actuels n'arrive même à parler ce langage et les plus anciens sont tous... Enfin... Ouais. Ben, en vérité, il n'avait pas été conçu pour cette durée de service. Il avait été conçu pour le Skylab. Mon seul conseil est de capturer ce satellite pour le ramener. Il est trop gros. Pour la navette spatiale, c'est quoi comme appareil? C'est un satellite de communication russe. Nom de Dieu, mais que fait mon système de guidage sur un satellite russe? Ce n'est pas notre principal sujet d'inquiétude. Beaucoup de personnes se sont manifestées après notre première émission pour me poser des questions sur les satellites, et notamment les satellites GPS, si utiles dans notre quotidien. Mais avant d'en venir à ce sujet, il me faut vous raconter une petite histoire. Au XIXe siècle, avec l'électricité, se développe le télégraphe et le téléphone. C'est une communication filaire qui est évidemment très contraignante et qui nécessite de grandes infrastructures au sol. Au tout début du XXe siècle, l'humanité développe finalement les transmissions radio. Cette technologie va naître avec le siècle et la première expérience marquante en 1901 de Marconi, qui réalise la première transmission radio entre le Canada et l'Angleterre. On utilise alors de grandes antennes émettrices, réceptrices, pour développer ces communications. En France, tout le monde s'en souvient, la Tour Eiffel va rapidement servir de relais émetteur pour la radio et la télévision. Mais l'un des premiers dispositifs les plus usités,
c'est le ballon porte-antenne. Ces ballons étaient capables de relayer les ondes radioélectriques et forcément, durant les conflits, ils étaient très utiles puisqu'ils permettaient au champ de bataille de communiquer avec les postes de commandement restés en retrait. Comme on s'en doute, la Seconde Guerre mondiale va apporter énormément de progrès dans le domaine, avec notamment la mise au point des premiers radars en VHF qui permettaient de détecter les raids aériens avant que les avions ne fondent sur les villes. Mais c'est finalement l'espace qui apportera la dernière révolution dans le domaine des communications avec les satellites géostationnaires. Toutes ces communications sont possibles grâce aux satellites géostationnaires. Placés sur un cercle situé à 36 000 km de la Terre, ces satellites tournent au même rythme que notre planète. Ils suivent son mouvement en restant toujours à la verticale d'un même point de l'équateur. Ils semblent donc parfaitement immobiles dans le ciel pour un observateur au sol. En réalité, ils se déplacent à plus de 3 km par seconde sans utiliser aucun carburant, car dans le vide spatial, ils conservent naturellement leur vitesse initiale. Sur l'orbite géostationnaire, Eutelsat exploite une flotte de satellites qui couvre les 2/3 de la planète. Il est amusant de savoir que ce concept des satellites géostationnaires, ce n'est pas un scientifique, comme on pourrait le penser, qui en est à l'origine, mais un auteur de science-fiction. Cet auteur publie, fin 1945, une nouvelle intitulée « Les relais extraterrestres » dans laquelle il imagine et décrit les lois fondamentales régissant le déploiement de satellites artificiels en orbite géostationnaire pour relayer des signaux radio. Les ingénieurs des télécommunications se serviront de ce modèle et réussiront à concrétiser cette nouvelle idée. Cet auteur, considéré comme le père du satellite de communication, vous le connaissez bien, c'est Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, roman dont l'adaptation sera réalisée par Stanley Kubrick, un autre personnage génial dont nous avons déjà parlé précédemment et dont la rumeur rapporte qu'il aurait tourné en studio les séquences sur la Lune des missions Apollo. You've got 3 more steps and then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down to about the 4th rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. A little more. About another inch. There, you got it? That's a good step. À l'époque, il faut savoir que les télécommunications longue distance s'effectuent par ondes radio-hyperfréquences. Les câbles téléphoniques sous-marins, eux, ne permettent pas de transmettre les inflexions de la voix. Donc seuls les messages télégraphiques utilisant le Morse peuvent transiter par ces câbles. Quant aux communications longue distance par radio, comme la télévision qui apparaît à l'époque, il nécessite un réseau dense d'antennes relais pour permettre une couverture complète. Et ça interdit leur diffusion forcément au-delà des océans. De plus, ces transmissions sont tributaires des conditions météo et de l'état de l'ionosphère sur laquelle les ondes radio doivent se réfléchir. Notez bien ce petit détail d'ailleurs, car finalement, la télévision par satellite est tributaire aujourd'hui exactement du même aléa. Par mauvais temps, par temps orageux, plus aucun programme ne passe. Pas grande différence au final avec les transmissions radio-télévisées de l'époque. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Le système des antennes relais est toujours plus performant, avec notamment la TNT, la télévision numérique terrestre, que l'on reçoit d'ailleurs par antenne râteau ou par parabole, selon la couverture du réseau. Et de l'autre côté, vous avez le réseau des câbles de son côté, notamment la fibre optique, permet au réseau Internet de faire transiter des programmes télé en toute sécurité. On se rend donc compte que dès les débuts, les télécommunications par satellite
seront mis en concurrence avec le câble. Et même, on se rend compte que ça fait vraiment doublon. Alors on se dit, ok, sur Terre ça marche bien, on a des bonnes technologies. Maintenant, on veut communiquer avec un pays, typiquement les États-Unis, au-delà des océans. Quelles sont les technologies possibles? Celle qui vient à l'esprit, c'est généralement la radio ou les satellites. Et beaucoup de gens pensent que les télécommunications utilisent des satellites. Au risque de vous décevoir, les communications satellites, c'est quelques pourcents des communications. 95-97% des communications, des télécommunications, ça passe par des câbles. Finalement, on se demande encore si ces satellites de télécommunication ont une quelconque utilité et s'ils ne sont pas là pour créer un décor d'enfumage, un arrière-plan grâce auquel l'humanité garderait quelque part dans sa conscience les yeux toujours tournés vers les étoiles. Quoi qu'il en soit, sur la base de la nouvelle d'Arthur C. Clarke et en pleine propagande pro-spatiale menée en parallèle par Walt Disney et Werner von Braun, des articles scientifiques et des études économiques sur la faisabilité des satellites vont alors voir le jour, rédigés par des ingénieurs pionniers dans le développement des communications. À partir de 1955, tout le monde travaillera alors sur la conception de ces satellites artificiels jusqu'au lancement du premier d'entre eux par les soviétiques, Sputnik 1, en 1957. La suite, nous la connaissons, c'est le début de la course à l'espace. Scanning the horizon in Moscow while the world watches the flight of the satellite. They call it Sputnik. Russia hails its own achievement with loud praise. Defense Minister Marshal Zhukov declares Soviet science makes possible newest weapons for its armies, including the intercontinental ballistic missile. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It gets the American people alarmed that a foreign country, especially an enemy country, can do this, and we fear this. C'est un coup dévastateur porté à la fierté nationale américaine. Le président Eisenhower subit immédiatement des pressions pour combler le fossé du missile. Mr. President, are you saying you are not concerned about our nation's security? As far as the satellite itself is concerned, it does definitely prove the possession by the Russian scientists of a very powerful thrust in their rocketry. 4 semaines seulement après le lancement du Sputnik, Korolev réussit à envoyer la première créature vivante dans l'espace. The Soviet Union has launched a second Earth satellite. Do you admire the Russians for doing it or not? No, definitely not. I said we should have been the first ones to have it, if there's such thing. This satellite should be long remembered as a symbol of the torture the animal world must go through. And I don't mean to be facetious at all, but there's a female up there circling Mother Earth. Laika ne survit en orbite qu'à peine plus de 5 heures avant de mourir de chaleur. What do you think about America not being able to do the same? If I was in military service and fell down on a job like that, I could stand a court-martial. Chers amis, je suis fier de vous annoncer la réussite du lancement de Explorer 1, le premier satellite artificiel américain qui a été mis en orbite la nuit dernière. Depuis très longtemps, mon seul but dans l'existence est la mise en œuvre de vols dans l'espace. Aujourd'hui, nous avons relevé le défi des soviétiques et par la même occasion, nous avons ouvert les portes du ciel. Von Braun a enfin son satellite. Vous êtes satisfait des dimensions? Mais il n'a toujours aucune idée de l'identité de l'homme qu'il vient de vaincre. Ils sont allés plus haut.
Apparemment, les Américains ont égalisé les scores. Il semblerait qu'on fasse avec eux la course vers l'espace. Et nous, cette course, évidemment, on va la gagner. Mais bon, Roch, les satellites, alors bon, ils n'existent pas. Il y a quand même les satellites GPS. Tout le monde en a l'usage en permanence. Il suffit de posséder un smartphone. Eh bien, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés qui devaient traverser l'Atlantique étaient face à un problème. S'ils parvenaient à communiquer avec les vaisseaux, ils ne pouvaient pas les situer très précisément, ce qui était une réelle contrainte pour eux. On imagine qu'il était important de savoir à l'époque, en plein conflit, où se trouvait tel ou tel bâtiment, pour pouvoir en informer les autres. Et puis surtout pour les informer du temps restant avant que n'arrive tel ou tel renfort. Tout cela était une affaire de logistique. C'est pour résoudre ce problème que fut alors inventé le système LORAN en 1940. In 43, in the bad weather of the Aleutians, ships began mysteriously to navigate with accuracy in the worst storms. In the Pacific, planes on ships made on-the-nose rendezvous under what were formerly considered impossible conditions. And simultaneously in the hazardous North Atlantic, amazing feats of bad weather navigation were performed. A convoy made a perfect landfall following a 3-day storm, during which none of the usual observations could be taken. Something new in navigation was at work. What was it? It was secret, top secret. One of the war's most precious. Those on the inside, those that knew, used a strange new word to describe it. That word was LORAN. Long Range Navigation. By the end of 1945, more than 3,000 naval ships were using LORAN. 30,000 planes winging toward life and death objectives found their way with the help of LORAN. So vital did LORAN become to operations in the Pacific that LORAN equipment was often lugged ashore under fire. A chain of LORAN stations were set up, lacing the seas with a network of radio lines of position. Here's what's behind her. This LORAN station, manned by trained personnel, is one of a worldwide chain. These stations provide long-range navigation signals up to 750 miles by day and 1,400 miles by night. So precise is the LORAN timer that a pocket watch of the same accuracy would run 5 to 10 years without losing or gaining a single second. These same LORAN stations serve 300-mile-an-hour airliners on their day and night flights over the oceans of the world. LORAN stations are operating along both coasts of North America, along the Great Circle routes of the North Atlantic and Pacific. Accurate, efficient, reliable. Working day and night. Ce système est le jumeau, en fait, le jumeau parfait du GPS. Et il est toujours en service aujourd'hui. On raconte qu'il nécessite des infrastructures très lourdes, avec des pylônes de 300 mètres, etc. Mais pensez-vous sérieusement que ce qui était valable en 1945 l'est toujours aujourd'hui? Personnellement, je ne doute pas que ce système ait évolué et que les antennes se soient grandement miniaturisées depuis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe de nombreux moyens d'obtenir une géolocalisation par différents systèmes qui sont fonctionnels aujourd'hui encore. Le LORAN en est un exemple, un parmi tant d'autres. Quoi qu'il en soit, d'un simple point de vue technique, ce que l'on peut constater, c'est que les systèmes hyperboliques terrestres existent toujours, malgré les contraintes prétendues. Et donc c'est forcément à se demander pourquoi, puisque aujourd'hui nous avons le GPS par satellite.
et qui remplit exactement les mêmes fonctions. À noter que lorsque vous vous rendez sur les sites web de type Flight Radar 24, spécialisés dans le traçage en direct de tous les avions en vol, eh bien, il se trouve que les avions qui font de longues traversées océaniques disparaissent complètement des radars durant leur traversée. Et forcément, on peut regretter qu'ils ne soient pas encore reliés au système GPS. À moins que les satellites GPS, qu'on n'a jamais vus en vol, finalement, en dehors de ces quelques images 3D que nous proposent certains sites de la NASA, qu'on n'a jamais vu donc en vol dans l'espace, n'ait en réalité jamais existé. Et c'est là toute la question qui se pose. The GPS project was developed in 1973 to overcome the limitations of previous navigation systems, integrating ideas from several predecessors, including a number of classified engineering design studies from the 1960s. GPS was created and realized by the US Department of Defense and was originally run with 24 satellites. It became fully operational in 1995. Bradford Parkinson, Roger L. Easton and Ivan A. Getting are credited with inventing it. The design of GPS is based partly on similar ground-based radio navigation systems such as LORAN, Lima, Oscar, Romeo, Alpha, November, and the Decca Navigator, developed in the early 1940s and used during World War II. LORAN, Lima, Oscar, Romeo, Alpha, November, long-range navigation is a terrestrial radio navigation system which enables ships and aircraft to determine their position and speed from low-frequency radio signals transmitted by fixed, land-based radio beacons using a receiver unit. The Decca Navigator system was a hyperbolic radio navigation system which allowed ships and aircraft to determine their position by receiving radio signals from fixed navigational beacons. The system used low frequencies from 70 to 129 kHz. It was first developed by the Royal Navy during World War II, when the Allied forces needed a system which could be used to achieve accurate landings. I spent 9 years' service in Her Majesty's Royal Air Force, and I was trained at the Defence Intelligence Security Centre at Royal Air Force Chicksands, Bedford. After my training, it became patently clear that communication using triangulation with ground-based radar systems, which have been repackaged and resold as GPS. Toujours est-il que des chercheurs de vérité ont analysé avec des petits programmes le code source du système GPS lors de sa mise en fonction, car ils s'étonnaient de voir que les satellites étaient immédiatement captés par défaut avant même que la connexion GPS soit opérationnelle. Et alors, figurez-vous qu'ils ont découvert que le code source du système GPS portait la même signature, la même empreinte de triangulation que le système LORAN. La place ici aussi est plus que permise pour le doute. Bon, ok, le GPS, on ne peut pas être sûr, ok. Mais il y a les satellites météo quand même, Rock. Les satellites météo, là, ça c'est du lourd, ça existe. On voit tous les jours des images satellites à la télé pendant le bulletin météo. On ne peut pas remettre ces images en question. Et puis, on ne peut pas remettre en question tous ces nuages qui bougent. Ceux-là, ils bougent, à la différence des images qu'on a vues de la Terre en rotation sur 24 heures. Oui, sauf que, pensez-y une seconde. Il y a des milliers de stations météo au sol qui font 24 sur 24 des relevés. Il y a 554 stations météo en France métropole, c'est-à-dire une toutes les 30 km. Cette fois encore, les satellites sont totalement inutiles. Ils viennent en doublon d'un système terrestre tout à fait opérationnel et en plus particulièrement onéreux. L'autre question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi toutes ces stations avec tout ce personnel que ça la représente, puisqu'il y a des satellites? À quoi ça sert tout ça? Les variables que mesurent ces stations
sont la température, la pression, la vitesse et la direction du vent, l'hygrométrie, le point de rosée, la pluviométrie, la hauteur, le type de nuage, le type et l'intensité des précipitations, ainsi que la visibilité. Ces variations sont mesurées en permanence. Hein, vous avez, on va vous la montrer sur l'écran, la carte de toutes les stations météo pour la France. Et toutes ces stations sont connectées en réseau. À partir de là, songez qu'il suffit de rentrer toutes ces données dans un ordinateur pour avoir une vue graphique des données du ciel à la seconde. Maintenant, si l'ordinateur est capable de reconstituer ces données en images recomposées, vous aurez exactement la situation du ciel en temps réel. Inversez cette carte vue de dessous et placez la carte de la Terre ou une planisphère 3D. Faites défiler plusieurs images et vous aurez l'animation satellite 3D de votre bulletin météo. Vous ne me croyez pas? Alors, vous croirez peut-être Météo France, qui vous dira la même chose sur son site officiel. Car rien n'est caché. Tout est montré au grand jour. C'est la loi de ce monde d'illusions. On dit aussi que les satellites pourraient détecter les tsunamis très rapidement pour en informer les populations. Bon. Mais la question que je pose, c'est pourquoi placer dans ce cas, dans certaines zones de l'océan, des bouées, à l'instar de balises sismiques, chargées de mesurer les fluctuations des vagues? Si les satellites peuvent en faire autant, et même mieux, c'est la question que je pose. À quoi servent donc ces balises? Ou alors, différemment posé, à quoi servent donc ces satellites? Bonsoir Stéphanie, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Quel est aujourd'hui ce système d'alerte que vous évoquiez il y a un instant? Eh bien, au cœur du dispositif, il y a des balises comme celle-ci. Elles mesurent les variations du niveau de l'eau. Elles ont été installées tout le long des côtes indonésiennes, car c'est la zone sismique de l'océan Indien. Alors, en cas de tsunami, eh bien, ces capteurs situés tout au fond de l'eau vont le détecter immédiatement. Ils mesurent sa puissance, ils signalent la formation de la vague. Et ces informations, eh bien, elles sont transmises par satellite à un centre d'alerte en temps réel. Et ça, ce n'était pas le cas en 2004. Comment alors la deuxième phase du dispositif? Les scientifiques, en 2 minutes seulement, vont calculer la vitesse du tsunami et les zones qu'il peut toucher. À ce moment-là, eh bien, les autorités des pays concernés vont prévenir la population grâce à ces tours munis de haut-parleurs et aussi grâce à des systèmes d'alerte sur les téléphones portable. La population eh bien, doit ensuite suivre des chemins d'évacuation comme celui-ci pour rejoindre les points les plus hauts, comme ici sur l'île thaïlandaise de Koh Phi Phi. Regardez maintenant les images du tsunami de 2004 vues par satellite et dites-moi si cela ressemble réellement à des films, à des images ou à des dessins animés. Le 26 décembre 2004, à la suite d'un tremblement de terre sous-marin, l'Asie du Sud-Est a été frappée par un tsunami d'une rare puissance. Des côtes indiennes à l'Indonésie, l'eau dévastatrice a envahi les terres sur plusieurs kilomètres. Au moment de la catastrophe, les images satellites ont été précieuses pour cartographier les zones dévastées, évaluer les dommages et aider au déploiement des équipes de secours. Les scientifiques ont également utilisé l'imagerie spatiale pour modéliser l'effet d'un tel séisme et comprendre la propagation de l'onde de choc et son intensité. En pleine mer, l'anomalie de surface mesurait 50 cm de haut sur plusieurs dizaines de kilomètres de large. Mais à l'approche des hauts fonds côtiers, ce sont des vagues de plusieurs mètres qui ont déferlé sur les rivages. Ce type de modélisation, applicable à toutes les zones sismiques du monde, permettra de déterminer les zones côtières à risque et d'adapter leur aménagement en conséquence. Une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi tous les centres météo du monde, centralisant les images satellites, sont-ils sous surveillance et considérés comme des zones sensibles? Pourquoi sont-ils si étroitement liés aux militaires, avec des salles strictement interdites aux visiteurs? Évidemment, en temps de crise, en temps de guerre, le climat, je comprends, est une donnée sensible et importante. Mais
ce caractère scientifique et militaire laisse la porte ouverte à toutes sortes de questions. Alors, les satellites imaginés par Arthur C. Clarke existent-ils vraiment? On en voit dans le ciel la nuit qui passe. Certes, mais peu en proportion de ceux qui sont censés être dans l'espace. Et puis, sont-ils seulement indispensables? Tout cela ne constitue-t-il pas une sorte d'enfumage, de voile d'illusion qui s'agite parfois pour attirer notre attention vers les étoiles? En avion, en mer, en train et partout où les réseaux terrestres sont absents ou faiblement déployés, le satellite assure ainsi une connexion à l'Internet et à tous les réseaux de communication numérique. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la télévision haute définition et le développement des usages du haut débit, jamais les hommes n'ont eu autant besoin d'espace pour communiquer. Eh bien, pas seulement, malheureusement. Car en fait, le marché des satellites est considérable. L'argent prélevé sur le budget des États à travers le monde, et donc par les impôts payés par le peuple, permet d'alimenter un marché parallèle où viennent disparaître des sommes faramineuses. Tout cela est couvert par les contrats d'achat, peut-être, sans doute, probablement, totalement fictifs, de satellites imaginaires. Cette arnaque rapporte des milliards aux prestidigitateurs qui, dans les coulisses, tirent les ficelles de ce spectacle d'illusion. C'est ainsi que l'argent disparaît pour réapparaître ailleurs. Mais tout n'est-il pas finalement de l'ordre du rêve? Est-ce que c'est un secteur très concurrentiel ou est-ce que ce sont toujours les mêmes? Il est très concurrentiel dans le sens où il y a 2, 3, 4 grands groupes qui occupent tout le terrain, ne serait-ce qu'en France, entre Thales, maintenant Airbus et avant EADS, il y a vraiment toute une chaîne et qui, ce sont 2 grands groupes qui accaparent les grands contrats qui sont les contrats européens à travers l'Agence spatiale européenne, les contrats de la Commission européenne. Et puis en dehors de l'Europe? Quelques appels d'offres internationaux, mais c'est marginal. Donc européens, américains? Il y a beaucoup... Alors, pour ce qui est américain, ils ont un peu leur... C'est très continental, le marché des traitements d'images satellites. C'est très, très continental. On peut dire qu'il y a peut-être quelque chose, une petite exception, c'est sur tout ce qui concerne la météorologie, où il y a une obligation de coordonner, parce que, comme vous le savez, les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières. Ouais. Et donc, en fait, il y a une vraie coordination et un monde de la météorologie qui est un monde un petit peu à part. Alors, Serge Resiano, vous nous avez fourni une image du monde où on voit en effet ce trou noir sur l'Afrique subsaharienne. Donc, expliquez-nous pourquoi, en image satellite civile, il y a ce trou noir sur l'Afrique subsaharienne. En fait, comme vous pouvez le voir sur les images, les antennes de réception sont des infrastructures lourdes, sont des antennes qui doivent suivre le satellite dans son évolution. Et au minimum, par exemple, il y a eu dernièrement l'AGEOS au Gabon qui a, ne serait-ce que l'antenne, fait 2 millions d'euros pour vous donner un ordre d'idée. Donc toute l'infrastructure pour le faire. Donc c'est quelque chose de cher. Et cet effort-là, il n'y a pas eu de décision. Il y a bien des tentatives actuellement d'essayer de monter une agence spatiale africaine, que j'encourage vraiment de tous mes vœux. Mais je dirais que toutes les tentatives, et il y a des choses qui sont faites en Égypte, il y a une station de réception en Algérie, il y en a une qui essaye de se monter à la Géos, mais je dirais que l'essai est difficile à transformer et avoir des données qu'on redistribue dans un réseau pour que le citoyen africain puisse accéder à ces données, y compris avec la fracture numérique que vous connaissez d'Internet, qui est très corrélée avec ce problème de la diffusion, c'est aujourd'hui très très difficile. Donc c'est une question d'argent, très clairement. C'est une question d'argent. Ou de souveraineté politique. C'est une question d'argent, et puis aussi d'argent lorsqu'on la met sur la table, qui n'arrive pas toujours au bon destinataire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des programmes. Par exemple, nous, on espérait beaucoup là, du programme GMS for Africa, par exemple, de la Commission européenne. Et puis l'argent, bon... corruption, quoi. En France, c'est Airbus qui fabrique les satellites pour l'État français. Alors, vous vous dites, peut-être qu'il suffirait et qu'il faudrait interroger des ingénieurs travaillant à la fabrication de ces satellites et puis leur demander ce qu'ils en pensent. Hein ? Mais la réalité, c'est que
Ce travail sur les satellites n'occupe qu'une toute petite part du temps de la majorité d'entre eux. Le reste du temps, ces ingénieurs sont affectés à d'autres tâches, d'autres missions, parfois vraiment sans rapport. Vous vous dites que cette armée de scientifiques vont se poser des questions, qu'ils vont remettre en question l'utilité de leur situation, ce qu'ils ont appris à force de sacrifices et de privations. Vous savez, si notre société a choisi des esprits scientifiques plutôt que des esprits littéraires pour en faire une élite dont l'autorité n'est pas discutable, ce choix n'est peut-être pas dû au hasard. Prenez un enfant à l'esprit scientifique, genre de garçon ou de petite fille qui passera souvent ses récréations seul, à l'écart de ses camarades, parce que taciturne, maladroit, ayant peu de disposition pour les sports ou les jeux de ballon, bref, peu disposé à l'humour. Eh bien, cela perdure pour eux durant toute la scolarité jusqu'aux grandes études. Vous avez alors ces individus qui grandissent avec une sévère blessure de rejet en eux et qui sont en quête d'une forte reconnaissance. Et les voilà tout d'un coup, qui sont parachutés à des postes prestigieux, qui vont obtenir enfin la récompense pour toutes ces années ingrates, des postes honorifiques, des prix, un salaire conséquent. Et vous pensez sérieusement que ces esprits en quête de reconnaissance vont se poser de réelles questions ? Pour la majorité d'entre eux, et le plus sincèrement du monde, ces esprits vont au contraire défendre tout ce qu'ils ont appris. Car malheureusement, la plupart du temps, ils sont malléables et parfaitement contrôlables. Ils deviendront, sans qu'on les pousse, les propres gardiens de leur cage. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été choisis, eux, plutôt que d'autres. Naturellement, je ne parle pas des génies de la science, ni de ceux fort courageux qui se sont aventurés dans des domaines exotiques ou inconnus et qui sont des esprits créateurs. À la suite de notre première émission, nous avons reçu pas mal de questions également à propos des différents sujets que nous avions abordés. Et il y a eu des messages enthousiastes aussi, mais aussi des messages nombreux plus critiques, parfois sévères. Mes propos ont été souvent déformés ou mal interprétés par certains, enfin qu'importe. Certains fanatiques de la science, défenseurs du dogme, se sont passés le mot, portés par leurs croyances qu'ils voyaient attaquer et qu'ils se devaient de défendre. D'une part, ils n'ont pas compris et sont totalement passés à côté de ma démarche, plus existentielle que scientifique, plus métaphysique que physique. D'autre part, en se comportant de cette façon presque épidermique, hystérique, ils ont montré qu'ils étaient en réalité ce que j'appelle des anticorps de la matrice. Quoi qu'il en soit, beaucoup de questions ont porté sur l'ISS. Beaucoup de personnes ont encore beaucoup de mal à imaginer que la NASA, mais pas seulement la NASA, toutes les agences spatiales, chacune à son niveau, aient pu fomenter un tel spectacle au nez et à la barbe des populations. Mais avant d'en venir à l'ISS, je voudrais faire un petit voyage avec vous, un petit voyage dans le passé. En fait, dès les années 60, l'histoire de la conquête spatiale va diverger
du scénario échafaudé initialement par Walt Disney et Werner von Braun. En effet, pour les deux amis, et d'ailleurs pour de nombreux ingénieurs de la NASA, l'envoi d'une station spatiale devait logiquement précéder les missions lunaires. Or, c'est le président Kennedy, dans son discours du 27 mai 1961, à la surprise générale, pour ne pas dire à la stupeur générale, qui ordonne, pour des raisons politiques, la priorité à l'envoi de l'homme sur la Lune. Un rendez-vous qu'il fixe avant la fin de la décennie. On imagine l'embarras des scientifiques pas du tout prêts pour réaliser cet exploit. Et évidemment l'étude de la station spatiale passe alors complètement au second plan. Il n'empêche, entre 1963 et 1965, différentes études de stations spatiales sont réalisées. Le dimensionnement des stations spatiales va varier d'une étude à l'autre. Pour vous donner un exemple, l'un de ces projets consiste à réaliser une station capable d'accueillir un équipage de 24 personnes et disposant d'un hangar pouvant contenir un vaisseau capable de transporter 12 personnes. Une autre étude a cependant eu la préférence des ingénieurs de la NASA car elle prévoyait la gravité artificielle dans la station. Ça vous semble assez extraordinaire, mais ça a été réellement pensé par des ingénieurs de la NASA. Et tout simplement parce que ça leur semblait en effet bien pratique et même indispensable, officiellement pour des raisons biologiques. À cette époque, les trucages en matière de simulation d'apesanteur n'étaient certainement pas aussi sophistiqués que ceux à disposition des techniciens du film Gravity. Cette station, il faut l'imaginer, il faut se la représenter. Initialement prévue, elle devait avoir la forme d'un Y en rotation, comportant un moyeu central en apesanteur, accueillant le hangar destiné au vaisseau. Puis, 3 bras dans lesquels un équipage de 48 hommes pouvait vivre en subissant des niveaux d'apesanteur variables. On n'est pas très loin ici, si vous y réfléchissez bien, de la station de 2001, l'Odyssée de l'espace. On n'est pas très loin des stations que se représentaient Disney et Werner von Braun au tout début des années 50. This advanced base, or space station, will be headquarters for the final ascent to the moon. Our space satellite will have the shape of a wheel, measuring 200 feet across. Its outside rim will contain living and working quarters for a crew of 50 men. Just below the radio and radar antenna is the atomic reactor. Its heat will be used to drive a turbo generator, which supplies the station with electricity. Access to the station will be through an airlock in the hub. The 3 large spokes are elevator shafts, and the small pipes are used as condensers for the turbo generator and the air conditioning plant. The entire wheel will slowly rotate at 3 revolutions per minute. The resulting centrifugal force will produce an artificial gravity for the men in the rim. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads towards the hub. The wheel is divided into 9 sections. The first section is headquarters and communications. The next section will be for Earth weather observation and prediction. Military reconnaissance experts, aided by powerful optical and radar telescopes, will observe every point on the globe as the space station makes its complete trip around the Earth every 2 hours. Next is the emergency hospital section. And then the astronomy division, where men will keep an eye on the rocket ship as it makes its trip around the moon. The rest of the space station will house calculating machines, maintenance facilities, air conditioning equipment, living quarters, and even a botanical and zoological laboratory. This entire space station will have to be prefabricated and tested on the ground. After dismantling, it will be transported in pieces up to the orbit. Construction of the space wheel now begins. The sides of the cargo nose are mechanically separated. Built-in tanks of compressed air inflate this large plastic inner section of the hub
Thin metal plates are immediately clamped on the outside to protect it from meteors. The first workday in space draws to a close. Every 24 hours, another cargo rocket will arrive in the orbit. When the airlock is attached, the pressurized hub section can be used as temporary quarters for eating and sleeping. Each succeeding load is carefully scheduled so that the parts of the station can be assembled in correct order. Nylon ropes prevent the parts from slowly drifting away. Next, the atomic reactor is installed. The wheel begins to take shape now as the three main spokes and rim sections are joined together. Condenser pipes are fitted next, so that the atomic reactor may be put in operation. Even though there's no apparent motion, everything in the orbit is hurtling around the Earth at 16,000 miles per hour. The shell of the station is completed. Now comes the delicate task of installing instruments and the multitude of equipment inside. Finally, two small rocket motors on the rim, lasting for a few seconds, will set the wheel in permanent motion to revolve 3 times a minute. Pourtant, en 1964, dans un contexte de réduction budgétaire, von Braun va être contraint de réviser ses objectifs à la baisse. La station spatiale envisagée aura finalement une taille réduite. Ce sera Skylab. Vous vous souvenez peut-être de Skylab. Skylab, le laboratoire du ciel. La première station spatiale sera finalement lancée par la NASA en 1973, dans la continuité du programme Apollo. On pourrait dire, sans être très loin de la réalité, que la structure de Skylab, c'est essentiellement de la récup. Pour vous donner une idée, le module principal a été aménagé à partir du 3e étage de la fusée lunaire géante Saturne V. Là encore, on est dans l'inconnu. Cette station qu'on envoie dans l'espace, c'est une première, pour ne pas dire de l'improvisation. Enfin, je ne pense pas, mais en tout cas, dès le lancement, la station va perdre une partie de son revêtement thermique et un de ses panneaux solaires. Et pourtant, Skylab est viable. 3 équipages y séjourneront entre 1973 et 1974, dont le dernier, durant près de 84 jours, va établir un nouveau record de durée de vie dans l'espace. Finalement, faute de budget, la station est mise en sommeil et l'intensité inattendue de l'activité solaire que Skylab était justement chargé d'observer dégrade son orbite,
la station spatiale, alors qu'elle devait reprendre bientôt du service, se désintègre en rentrant dans l'atmosphère en juillet 1979. Alors, vous allez me dire, petit programme minable Skylab. Eh bien, en réalité, par rapport à l'ISS, Skylab est un palace. Salle de sport, labo, salle de repos, salle de bain avec douche. À côté de ce palace flottant, de cette villa romaine, l'ISS ressemble à un vulgaire relais routier. Il y a aussi ces spectaculaires séquences vidéo de Skylab qui sont assez longues et où l'on voit l'équipage courir dans une sorte de roue à la façon d'un hamster. Et là, difficile de parler cette fois d'élastique ou de vol en 0G. Si nous partons du principe que tous ces programmes sont pourtant du spectacle, un spectacle d'illusion, alors la question qui se pose logiquement, c'est comment ont-ils fait? Eh bien, justement, il y aurait bien une piste. Cette piste, c'est la lévitation. Des chercheurs ont mis au point un système de lévitation par électromagnétisme et qui fonctionne précisément sur la base d'un anneau. Dans de vastes laboratoires en Europe, aux États-Unis et au Japon, des physiciens travaillent avec des champs magnétiques 10 000 fois plus puissants que celui de la Terre. Cet appareil requiert 20 MW, soit l'équivalent de la puissance électrique nécessaire pour alimenter une petite ville. On a besoin de toute cette énergie pour créer un champ magnétique dans un tube de seulement 5 cm de diamètre. Soumis à une force magnétique de cette intensité, ce ne sont pas seulement les métaux qui peuvent être magnétisés. Presque tous les matériaux peuvent l'être. Et une fois magnétisés, ils flottent. La lévitation magnétique excite l'imagination. C'est amusant. Et nous avons beaucoup de surprises. Il en coûte beaucoup moins cher de créer une microgravité en laboratoire que de faire ces expériences dans l'espace. Une expérience qui coûte des centaines de milliers de dollars dans la navette spatiale en coûte 1/50e dans un laboratoire magnétique. Au laboratoire d'André Geim, en Hollande, les recherches vont plus loin que les plantes. Nijmegen a été le premier à procéder à la lévitation magnétique sur des êtres vivants.
Le petit tube du lévitateur magnétique avait toujours limité la recherche à de petites créatures comme des araignées ou des grenouilles. Et ces bêtes ne semblent pas souffrir de la pesanteur à court terme. Mais qu'en est-il d'un organisme humain soumis à la lévitation magnétique, même brièvement? André Geim croit que les risques sont très minces, parce que les gens ne ressentent aucun effet secondaire des puissants appareils magnétiques que l'on utilise en médecine moderne. C'est l'équivalent du champ magnétique que la grenouille et l'araignée ont connu. Et les humains, comme vous le savez, sont les êtres les plus sensibles que vous pouvez imaginer. Si l'humain ne ressent rien, la grenouille ne ressentira rien, elle non plus. Maintenant que l'on peut faire léviter un animal dans un champ magnétique, qui sera le premier humain à se porter volontaire? Les gens se demandent s'ils peuvent faire léviter une grenouille, un lit ou encore leur grand-mère. Don't walk, don't touch anything, please. Can you imagine a kinetic work of art that becomes the center of attention in any room or office in your home? Can you imagine watching water droplets that appear to levitate upward while your mind tells you it's impossible? Can you imagine placing a glass under the water and watching the water fill the glass? But at the same time, the droplets appear to levitate out of the glass. Your mind tells you it's impossible. In fact, everyone will think the same. You cannot defy gravity, but this kinetic work of art seems to be doing just that. With levitating waters, not only can you control the levitation and speed of the water droplets, you can also suspend them in midair, or create a mesmerizing effect of droplets flowing slowly downward, barely moving. Or if you prefer, switch to demo mode and let levitating waters entertain you. It is unbelievable. Faut-il s'étonner si la NASA s'est curieusement rapprochée de ses chercheurs universitaires et qu'on n'ait plus jamais entendu parler de cette possibilité de faire léviter des corps? La NASA, c'est la question que je vous pose, avait-elle déjà la connaissance de cette technologie il y a une trentaine d'années? A-t-elle placé ses chercheurs sous contrat pour mieux enterrer leur découverte? Je ne reviendrai pas sur la question des conditions de vie de l'ISS. Question que nous avons soulevée longuement lors de notre première émission et dont la plus importante est sans doute de savoir comment l'atmosphère est maintenue à pression constante depuis maintenant 15 ans. Je n'entrerai pas dans les polémiques scientifiques qui sont pour beaucoup basées sur le fondement de simples croyances ou encore plus simplement sur l'interprétation fausse de mes propos. Parfois, certains esprits, confrontés à certaines vérités qui dérangent, se sentent menacés dans leur réalité intérieure et il arrive alors que se produisent des bugs dans leur cerveau. Impossible d'écouter alors précisément ce que l'autre dit, tout s'embrouille, l'émotion est trop forte. Quoi qu'il en soit, mon objet est ailleurs.
Nous allons nous contenter, à présent, de vous montrer des documents très troublants, accablants même, et qui viennent renforcer l'idée selon laquelle la NASA nous ment et recourt à des trucages pour filmer ses missions dans l'espace. Des documents qui, je l'espère, vous montreront que tout cela est bien plus encore qu'une terrible imposture. C'est une immense illusion dans laquelle nous sommes tous enfermés, contrôlés, une mise en scène réalisée par de mystérieux prestidigitateurs pour des raisons qui nous sont encore obscures. Des raisons impérieuses en tout cas, puisqu'elles ont installé des milliers d'hommes et de femmes dans la spirale infernale du mensonge, dans un tourbillon sans retour possible en arrière. Pour commencer, une chose importante à savoir, il existe sur Terre, dans les infrastructures de la NASA, une copie de l'ISS, copie conforme, réalisée à l'identique, jusque dans les moindres détails. On peut le voir ici, avec ce documentaire réalisé en hommage de Scott Kelly, le plus fameux astronaute de l'ISS, ayant alors annoncé son départ à la retraite. This is Scott Kelly aboard the International Space Station. I'm David Curley, ABC News in Houston, and I'm standing in part of the mock-up for the space station. This is where astronauts learn what it's going to be like to be in space. And Scott Kelly has given me quite a bit of fun over the last several years. The first thing was a tour of this mock-up and where he was going to sleep. Pretty small compared to normal bedroom What is that, standards. 3 by 3 by 6? Yeah, it's kind of like a big phone booth. And a little story of what happened here in Houston. Kelly and I were walking by some of these mock-ups here in Houston, and somebody said you can't get into the Soyuz. Well, Commander Kelly asked me if I wanted to get in. How do you pass that up? This is like a sardine can. Yeah. And sitting in here. Oh my gosh. Oh, you really have to bend your knees. I mean, this is 4 hours is not uncomfortable. It's incredibly painful. I heard the two of you fought till you were 15 every day. We were still good friends, except when we were trying to kill one another. You get the easy part of this. The really easy part. And I get the fun part. At least for a while. Officiellement, pour justifier un tel souci du détail, la NASA prétend que cette copie a été réalisée pour habituer les futurs astronautes à leur habitacle spatial. En réalité, ce décor aurait finalement très bien pu servir de studio pour certaines des séquences découvertes par les chercheurs de vérité. Je pense notamment à cette vidéo extraordinaire de l'interview de Scott Kelly et accompagné d'un de ses collègues. En arrière-plan apparaît alors l'envers du décor qui se reflète dans le hublot du sas fermé du module. Il y a en effet visible soit le caméraman, soit l'assistant qui se déplace. Et évidemment, on voit bien qu'à la différence des astronautes, celui-ci n'est pas du tout soumis à la pesanteur. Dans cette séquence, l'apesanteur est simulée. Les astronautes, plutôt statiques, sont probablement en partie suspendus par des câbles. Vous verrez d'ailleurs comment celui de gauche essaie maladroitement de cacher la marque du harnais qu'il porte sous son t-shirt avec son bras. Ceci dit, on comprend mieux le côté décontracté de l'équipage, t-shirt, bermuda,
malgré le danger de chaque instant, la mort qui rôde. Je veux parler de ces millions de débris minuscules qui pourraient à tout instant perforer l'habitacle et provoquer un désastre. La NASA, quant à elle, propose une autre explication que la mienne pour justifier cette décontraction. Dans cette séquence officielle que vous allez voir, consacrée aux débris et à la façon de les éviter, 2 ingénieurs brillants affirment que la NASA a trouvé la parade aux débris de 1, 2 et même 30 cm. En réalité, selon la NASA, l'ISS est capable d'effectuer à tout instant des manœuvres d'évitement. Voyez plutôt. Hi, I am Dr. J.C. Liu, the NASA Chief Scientist for Orbital Debris at the Johnson Space Center. And hi, I'm Brian Corley, the lead of the ISS Trajectory Operations and Planning Group at the Johnson Space Center. Welcome to Mission Imagination. How did you get into this line of work? I came to Johnson Space Center as a postdoc research fellow more than 20 years ago. From a very young age, I used to love math and science. I also enjoyed building things and, more importantly, taking them apart to understand how they work. My initial research focused on the dynamics of asteroids, comets, and meteoroids in the solar system. Ultimately, I achieved an aerospace engineering degree and figured what better place to put that into practice than here at Johnson Space Center, where we send people into outer space. What is orbital debris? The term orbital debris is used to describe any human-made object in Earth orbit that does not serve any useful purpose. Typical examples of orbital debris include spent rocket bodies, retired spacecraft, and breakup fragments generated from explosions or collisions of rocket bodies or spacecraft. Why do we care about orbital debris? There are 2 reasons. First, the increasing number of orbital debris in the near-Earth space environment, and second, the high impact speed in space. This aluminum block is about ½ an inch thick, and this penetration damage was caused by this tiny object here. Its diameter is only 1/8 of an inch. The impact speed that caused this damage was 7 kilometers per second, which is actually lower than the average orbital debris impact speed at the International Space Station altitude. How is the crew protected from orbital debris? The space station has shielding to protect it from small particles about the size of the end of your fingertip, or 1 centimeter. For larger particles about the size of your fist, 10 centimeters, we can track those from the ground. If they pose a risk to the space station, we actually move it out of the way. If the space station were to be penetrated by orbital debris, the crew is trained and has procedures to detect the leak and patch it to save the ISS. How do avoidance maneuvers work on the International Space Station? The first step in protection is tracking the debris. The Air Force uses radars to track the 23,000 objects in space that are larger than your fist, and they notify us if something comes within a certain volume of the ISS. This is a highly choreographed process which involves mission control in both Houston and Moscow, since the engines to perform the maneuver are Russian-controlled. Under typical circumstances, we have a couple days to evaluate the risk and plan the maneuver, but it can be performed in as little as 3 hours. If the risk is higher than 1 in 10,000 and a maneuver cannot be performed, the crew will enter their respective return vehicles ready to perform an emergency undock should a collision occur. How do we manage the orbital debris problem to better protect future space missions? The most important step to manage the orbital debris problem is to limit the generation of new debris in the future. There are existing policies and guidelines at NASA and at the international level to limit the generation of new debris. Orbital debris is a very difficult problem. It will require a good international effort to mitigate the orbital debris problem to better protect future space missions. Now it is time for you to put science, technology, engineering, and mathematics to work, something we do at NASA every day. Good luck on challenge number 4. Inspire, explore, engage, mission imagination.
Ainsi, au moindre débris repéré, il ne précise pas repérer comment, hein, à l'œil nu ou au radar, ça on ne sait pas trop. Mais enfin, je ne vois pas comment les radars pourraient repérer des débris de la taille d'un ongle. Et puis, à l'œil nu, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un poste de vigie dans le module au sommet de l'ISS, avec longue vue pour s'assurer de la nature de la menace. J'imagine à l'autre bout de l'ISS, dans un petit réduit, un membre d'équipage derrière un pupitre de commande, tout dégoulinant de transpiration et prêt à enclencher la fameuse manœuvre d'évitement à la moindre alerte. Façon, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Où en sont les choses, commandant? You can see an amazing model. Gee, why would you build the International Space Station out of a bunch of long, thin segments that can easily break at the joints? So there's their fairly realistic view of the rest of the International Space Station. The International Space Station was made piecemeal. They started off with one section and then they added another section. It consists of a bunch of tubular sections which are joined together. It's an ad hoc design. Here are a few scenes from the tour of the International Space Station that they take you on. And I noticed that there's no airlock between sections. This means if there's an air leak in one section, they will be affected in all sections. They're quite likely to all die. You could wear the spacesuit, that would work for a few hours until you had to eat, and then you'd have to take the spacesuit off and you'd be exposed to the vacuum of space and you'd be dead. The porous plate sublimator only lasts for a few hours anyway. Sometimes they're tethered. Do they have tether points on the inside of the International Space Station? Not likely. They don't really design it with life in mind. You could argue that they all scramble into the Soyuz and try and get back to Earth in the event of an air leak. Well, that would be very odd. They would have to completely change and recalculate all of the re-entry parameters if you're going to cram all 11 people or however many people they have on there. They have many people on the station at the same time. You also couldn't cram that many people, all 10 or 11 of them, into the one Soyuz at the same time. They only ever have one emergency Soyuz escape capsule. You couldn't cram them all in. It's very odd that they're up there in this life-threatening situation where an air leak could happen at any time and they could all die, and there's not even enough lifeboats for them to make it back to Earth. Having no airlock in between sections is very odd. The more sections they add to the International Space Station, the more dangerous it becomes, and yet they don't care. They just add as many as they like. Yippity-doo-dah, yee-hoo! Let's all die in space. It will be just like that Sandra Bullock movie, Gravity, only the dying will be real. Lots of things could go wrong. They're on the edge of death every second, yet they act like giddy children with gay abandon. Les chercheurs de vérité ont également montré une vidéo de la visite de George Bush père dans un centre de la NASA. Or, en arrière-plan, le caméraman a filmé une scène que nous n'aurions peut-être pas dû voir. L'astronaute Tim Peake, astronaute anglais, en train de tourner une séquence devant une sorte de fond vert version high-tech et avec des morceaux de décor en réel sur le côté qui correspondent exactement au décor de l'ISS. En poussant les recherches, les chercheurs de vérité ont retrouvé une séquence au cours de laquelle l'astronaute censé être à bord de l'ISS
fait à peu près la même démonstration. Je vous laisse découvrir et redécouvrir ce document incroyable qui a fait le buzz sur la toile. Pleasure to meet you, sir. Welcome to MCC. Thank you. Awesome. That's a Tulsa cupola that you on the windows of that. And that's a picture of Washington, D.C. Been here once before. Been here once before. Chroma key means you can use any background that you like. This is what the background looks like. This is the true background that we filmed this on. With chroma key, it means you can have any background that you like this, or maybe this, or maybe this. Il me semble aussi important de revenir sur les sorties extravéhiculaires. Voici un florilège de séquences trouvées par des chercheurs de vérité et qui renforcent l'idée que ces séquences sont tournées en piscine. À vous de décider si ces sortes de bulles qui apparaissent sont des bulles d'air au fond d'une piscine et dans le cas contraire, si ces poussières spatiales ont réellement leur place dans l'espace. Dans une période de grande déception, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Malgré les technologies d'image de synthèse en avance sur leur temps et la manipulation par ordinateur, la NASA est toujours incapable d'effacer des bulles d'air dans l'espace. Des bulles d'air dans l'espace. Cet été, soyez prêts pour l'incroyable révélation que seules quelques personnes attentives et éveillées peuvent percevoir. Des bulles d'air dans l'espace. Des bulles d'air dans l'espace. Déjà sur vos écrans. Et sur toute la planète. Il faut savoir que ces grandes piscines sont dotées de souffleries qui sont cadrées dans plusieurs directions pour maintenir les astronautes dans une sorte d'apesanteur simulée. Sinon, par le poids, même dans l'eau, ils finiraient toujours par tomber. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines de ces bulles changer brusquement de direction. C'est une fois qu'elles passent d'un courant à un autre qu'elles sont prises par un autre courant. Lorsqu'elles sortent, par exemple, de la zone de protection au-delà des parois de l'ISS, tout d'un coup, elles semblent changer de direction. Cela me semble être encore un détail supplémentaire qui atteste bien que ces séquences tournées en extravéhiculaire sont en réalité tournées dans des piscines. Enfin, pour finir avec ce dossier, voici une séquence très particulière. Oui, ils ont même osé ça. On devine dans le fond de la piscine, à l'intérieur du module ouvert, la présence d'un plongeur sous-marin et sa bouteille sur le dos, qui n'a pas réussi à cacher. Or, à l'entraînement, on retrouve ces plongeurs qui sont présents dans les piscines et accompagnent les astronautes. Dans les simulations,
qui doivent passer pour réels auprès du grand public, les plongeurs ont naturellement des bouteilles qui ne font pas de bulles et ils sont cachés. Celui-ci n'a visiblement pas eu le temps de se planquer. Je trouve que ce document est accablant. Si ce n'est pas une preuve, je ne sais vraiment pas ce que c'est. À noter une dernière petite chose concernant l'ISS, je reviens dessus une dernière fois. Un chercheur de vérité a fait la remarque suivante, remarque qui me paraît très pertinente. Il a visionné un peu tout ce qui se trouvait sur Internet, sur les sites de la NASA, et il a observé qu'il n'existe pas un seul plan séquence montrant une rotation de la caméra à 360 degrés. Et pour cause, il en a déduit, et je pense que ça semble assez logique, que si la caméra avait fait ce tour complet sur elle-même, le public aurait tout simplement observé les techniciens, tous les réalisateurs, les assistants, les projecteurs qui se trouvent dans l'envers du décor. Enfin, nous allons revenir sur les vidéos Apollo. Les chercheurs de vérité ont trouvé énormément de problèmes concernant ces documents. Et il y en a notamment une anomalie qui, moi, m'amuse particulièrement. Bon, à ce stade, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer l'authenticité de cette séquence, de ces séquences que vous allez voir, car elles peuvent avoir été post-synchronisées en studio pour finalement des raisons de vulgarisation. Toujours est-il qu'on entend parfaitement les bruits des astronautes sur la Lune. Or, chacun sait, parce qu'on l'apprend à l'école, que dans le vide, les sons ne peuvent en aucun cas se propager. You see, the vibration of my voice box makes the air vibrate between us. Then when the air vibrates your eardrum, you hear what I'm saying. But maybe you've seen a demonstration of a bell under a glass jar. With normal air inside the jar, you could hear the bell clearly. But when the vacuum pump drew the air out of the jar, there was nothing inside to carry the vibrations of the bell. Nothing until the air was let back into the jar. They can't see your photo numbers. And this is clear tube number 2. Okay, just I can almost drive it without a hammer. But if you'll hand it to me, I'll get it in a second. I'm going to take a couple more shots of this before we leave. Get all in, I get the pictures. Alright? Drive in real easy, Houston. And this leads us to the dilemma of our final segment. All modern astronauts, such as Piers Sellers and Mike Massimino, claim to hear absolutely nothing when they're out on the International Space Station in the vacuum, banging away with metal tools and objects, whereas during the Apollo missions, all kinds of sounds have been recorded that should not be possible if they are on the moon in the vacuum of space. Tout cela n'était-il finalement qu'un spectacle, une illusion? Que ce soit les agences spatiales, les centres météo, les communications, on se rend compte que toutes ces données sont invariablement entre les mains des militaires, qui nous donnent la vision du monde qu'ils souhaitent. If the world of 1916 was complex, or the world of 1945 was complex, the world of 2016 is intensely complex. And I can tell you that from personal experience, and I know there's many others who can tell you that as well. And you will graduate and be in that world, and you're going to be leading the soldiers and the sailors, the airmen and the Marines in that world. You'll be dealing with terrorists, you'll be dealing with hybrid armies, you'll be dealing with little green men. You're going to be dealing with tribes. You'll be dealing with national leaders and local leaders. You'll be dealing with politics and economics. And you'll be dealing with direct fire and indirect fire. And you're going to be dealing with it all. And it's all going to be dealt with simultaneously. And for that, you're going to have to be ready. And that's why readiness, in my mind, is number one. Nous avons vu que cette vision ne correspondait pas forcément à la réalité. Mais au-delà de la problématique du mensonge, toutes ces découvertes nous entraînent bien plus loin qu'une simple quête de vérité comme un enquêteur qui chercherait à résoudre un crime. Ici, cette vérité débouche sur une totale remise en question existentielle. Finalement,
si la vision du monde que nous avons est une vision de militaire, alors, en réalité, où sommes-nous? Qui sommes-nous? Que sommes-nous venus faire ici? C'est la question que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Sauf que, cette fois, le moteur de ce questionnement est concret et il s'appuie sur des faits. Cette quête de vérité débouche sur un basculement des pôles de la conscience. Déjà, les consciences sont si ébranlées que des scientifiques se sont réunis récemment dans un colloque pour étudier le fait que nous pourrions vivre en réalité dans une simulation. Vous voyez une simulation façon Matrix ou passé virtuel, et peut-être même plus proche encore de notre réalité à la façon de Dark City. Tout ceci n'est encore qu'une approche de la vérité, mais je pense que la vérité est encore bien plus vaste, et nous n'en sommes qu'au début de notre quête.